Le workshop que je vais vous animer donc, concerne principalement les systèmes distribués. C'est autour toujours du big data. C'est également, il y a un peu du cloud computing, mais c'est plus dans les systèmes distribués. Alors principalement, donc, les organisateurs m'ont demandé de faire une conférence, en tout cas un workshop sur Hazelcast, l'écosystème de Hazelcast. Qui est une distribution qui est très intéressante, qui est parfois mal connue par en tout cas les gens qui travaillent dans le domaine des systèmes distribués, des big data. Alors en fait mon objectif c'est justement de vous éclairer à ce niveau-là, donc de vous montrer comment faire des calculs distribués et comment créer ce qu'on appelle des caches mémoire distribués en utilisant donc l'écosystème de Hazelcast. Alors, en fait, la présentation que je vais vous faire, il aura plus un aspect pratique, parce qu'en fait, le temps est limité. Donc, je vais faire quelques démonstrations. Alors, tout ce que je vais faire, je vais l'enregistrer en format vidéo. Donc, ça veut dire que vous serez pas, parce qu'en fait, ça va se passer assez rapidement, parce que sinon, ça va être difficile pour vous de suivre les petits détails. Donc, ce qui fait que par la suite, vous allez recevoir pratiquement tout ce qu'on va faire. Donc, vous pouvez le refaire tranquillement chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, si votre machine, si vous n'êtes pas connecté ou si vous n'avez pas assez d'énergie dans l'essentiel, le plus important, essayez d'être, en fait, de suivre un peu ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer. Vous allez comprendre l'écosystème et après, par la suite, donc, vous aurez vous-même l'occasion de retravailler ça. Sachant que tout ce que je vais faire, si vous voulez, c'est enregistrer. Alors, juste avant de vous parler de Hazelcast, c'est quoi? Donc, avant de vous parler de c'est quoi Hazelcast, comment on va l'utiliser, je vais d'abord revenir sur les systèmes distribués. Alors, en fait, dans les systèmes distribués, donc c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Alors, en tout cas, donc, les gens qui ont travaillé dans ce domaine, ils ont vécu vraiment une transition depuis le début des années 2000 jusqu'à maintenant. Il y a une grande évolution qui s'est faite. Et peut-être demain, j'aurai à vous faire également une conférence autour de ce que j'appelle les catalyseurs de l'intelligence artificielle. Forcément, et parmi justement ces catalyseurs de l'intelligence artificielle, donc il y a les systèmes distribués. Alors globalement, si je regarde cette liste-là, donc je vois, donc si je remonte un petit peu en arrière, donc au début des années 2000, c'était plutôt, il y avait des middleware qui étaient créés comme Iremi, Corba notamment. Bon, ça vous savez, Iremi c'est pour créer des applications orientées objets Java distribués. Corba c'était pour créer des systèmes répartis hétérogènes, multilangage et multiplateformes. Et après, dans les systèmes de communication asynchrone, en fait, dans les systèmes distribués, on peut faire communiquer les systèmes soit d'une manière synchrone ou bien asynchrone. Après, il y a des standards. Les plus connus, donc les plus classiques, c'est GMS, notamment dans la technologie Java. Et après, à un moment donné, il y avait NPI qui était utilisé dans le domaine de ce qu'on appelle les grilles de calcul. À l'époque, parce qu'on sait que la capacité des ordinateurs n'était pas capable un ordinateur tout seul ne peut pas assurer, bien sûr, stocker beaucoup de données, effectuer beaucoup de traitements. C'est la raison pour laquelle il faudrait chercher un moyen qui permet d'associer plusieurs ordinateurs pour pouvoir donc accroître les performances, bien sûr, du système distribué. Alors après, par la suite, donc, il y a d'autres protocoles qui viennent après par la suite qui sont beaucoup plus efficaces, notamment les protocoles classiques IMQP, MQTT, Stamp. Donc ça, c'est des protocoles qui étaient utilisés pour échanger des messages entre les applications. Et après, il y a des brokers qui sont assez connus, que vous devrez en principe utiliser un stade, donc notamment RabbitMQ, ActiveMQ. Donc ça, c'est des brokers qui sont assez connus dans ce domaine-là. Et après, donc, il y a l'écosystème Big Data, en fait, dans lequel donc, il y a tous ces écosystèmes qui arrivent. Et après, parmi les solutions qui ont beaucoup innové, qui ont apporté vraiment beaucoup de nouveautés dans ce domaine, il y a Hazelcast. Donc, si vous voulez, je vais m'intéresser à Hazelcast pour vous montrer à quoi ça sert et comment l'utiliser et c'est quoi son intérêt pour créer des applications dans ce domaine. Alors, en fait, Hazelcast, c'est quoi? Alors, Hazelcast, donc, si vous voyez donc, IDMG, c'est In Distributed Memory Grid. Alors, Hazelcast, c'est un middleware open source qui est créé en Java.
c'est la technologie Java, et qui permet de créer ce qu'on appelle un cache mémoire distribué. Alors, dans ceux qui ont travaillé avec Java, vous avez beaucoup utilisé des collections, n'est-ce pas? Des collections map, collection, etc. Généralement, quand vous utilisez une collection qui contient une grande quantité de données, alors forcément, ça ne marche plus donc, dans une seule machine. Donc, on a besoin de penser à créer ce qu'on appelle une collection distribuée. C'est-à-dire, chaque partie de cette collection, on va la stocker dans une machine différente. Alors, pour faire ça, avec les anciens milieux, c'était assez complexe. Mais vous allez voir avec Hazelcast, c'est quelque chose de très simple. Vous pouvez faire distribuer donc des données sur plusieurs machines d'une manière assez simple. Mais en même temps, donc, si vous voulez, dans une grille de Hazelcast, donc d'abord les données sont réparties dans plusieurs machines. Et en même temps, d'abord il y a un stockage distribué qui est scalable. Ça veut dire que à un moment donné, à chaque fois que j'ajoute une nouvelle machine, les données vont être redistribuées sur l'ensemble des machines. À chaque fois que j'arrête une machine, les données vont être à nouveau redistribuées en fonction du nombre de machines qui existent. Donc, ce qui fait que les performances, pour augmenter les performances de mon système distribué, il suffit de démarrer quelque part une machine qui contient ce qu'on appelle un membre Hazelcast. Mais également, ce qui est important, c'est que Hazelcast n'est pas uniquement utilisé pour distribuer, pour créer des caches mémoire distribuées, mais également pour faire un calcul, un traitement distribué scalable. C'est pour faire de distributed computing, c'est-à-dire comment on distribue plusieurs tâches à plusieurs ordinateurs pour effectuer des traitements. Alors, au niveau du big data, l'écosystème Hadoop, MapReduce, généralement, on arrive à faire ça, mais vous allez voir qu'au niveau de Hazelcast, il propose un modèle qui est encore beaucoup plus simple et beaucoup plus léger à utiliser. Alors pour le problème des systèmes, l'un des problèmes également des systèmes distribués, c'est le problème de tolérance aux pannes. Alors généralement, quand il y a une machine qui tombe en panne, on n'a pas le droit de perdre l'information. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un système, c'est un système qui résiste aux pannes. Donc il y a la notion de réplication qui est également préservée. Alors tout ça, donc je vais vous montrer comment le faire. Alors dans cette architecture que vous voyez ici, donc je vois en fait l'idée c'est quoi? C'est de démarrer un ensemble de nœuds. Donc chaque machine, soi-disant, c'est un nœud, un membre Hazelcast. Plus vous démarrez plus de machines, vous allez constituer une grille bien sûr de membres Hazelcast. Et après, par la suite, donc toutes ces instances-là, ils peuvent communiquer d'une manière assez simple, soit au niveau du partage des données, soit au niveau de la réplication des données, soit également au niveau du calcul distribué. Alors, en fait, une fois que vous construisez un cluster Hazelcast en utilisant bien sûr Hazelcast, vous pouvez accéder à ce cluster, vous pouvez l'utiliser en utilisant différents types de clients. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de travailler avec Java pour exploiter donc un cluster Hazelcast. Donc vous avez les API avec tous les langages. Donc vous pouvez utiliser un client Java, un client .NET, Scala, Python, C++, Node.js. Donc ça veut dire que vous êtes dans, c'est-à-dire un écosystème, n'importe quel type d'application, quel que soit le langage, quelle que soit la technologie, vous pouvez toujours, donc, si vous voulez, exploiter donc les performances d'un cluster Hazelcast. Alors juste avant de commencer la partie pratique, donc vous avez ici un slide. Donc quand est-ce qu'on utilise Hazelcast? C'est-à-dire déjà en termes d'application. Alors d'abord, Hazelcast, on va l'utiliser quand on a besoin de créer des applications analytiques qui nécessitent un traitement de données volumineuses. C'est-à-dire on est dans l'écosystème Big Data. Dès que vous avez une grande quantité de données à traiter, Hazelcast, c'est une solution. C'est pour conserver les données fréquemment utilisées dans les grilles mémoire. Alors, Hazelcast, il se base sur la RAM, la mémoire. C'est-à-dire qu'il ne stocke pas les données dans le disque. Et vous savez très bien que l'accès à la RAM, il est plus rapide que l'accès au disque. C'est l'un des points forts de Hazelcast, c'est-à-dire finalement, on va, au lieu d'aller à chaque fois vers les disques pour chercher des données, ce qu'on peut faire, c'est justement comment utiliser uniquement une grille de mémoire pour pouvoir accélérer ou bien améliorer les performances de l'application. C'est pour créer un cache mémoire distribué hautement disponible pour les applications. Alors généralement, les applications, ils accèdent à des bases de données, ils cherchent des données, mais ces données-là, parfois on n'a pas besoin d'aller à chaque fois vers la base de données pour chercher des données. Ce qu'on peut faire, c'est de récupérer une grande quantité de données, on l'a mis dans une grille mémoire Hazelcast, on constitue ce qu'on appelle un cache mémoire distribué, et après par la suite, donc, on pourra l'exploiter au niveau de l'application. Alors également, avec Hazelcast, on peut l'utiliser pour créer un magasin de données principal pour les applications avec des exigences de performance, d'évolutivité et avec une latence maximale. C'est-à-dire dès qu'il y a
un problème de performance, on veut accélérer. Dans les applications temps réel, généralement, c'est-à-dire on a besoin vraiment de réagir assez rapidement. Donc généralement, le critère de performance il est très important. Donc ce qui fait que avec Hazelcast, le fait qu'il utilise une grille mémoire, donc souvent il apporte une solution assez intéressante. Alors si vous voulez utiliser un système non SQL en mémoire, vous savez, le SGBD non SQL, Hazelcast c'est une très bonne solution qui permet également de résoudre cette problématique. Alors si vous voulez créer des applications qui utilisent de messagerie, un publisher, subscribe, c'est-à-dire comme une application de chat, des applications assez classiques. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple tout à l'heure. Assez rapidement, on pourra créer des applications de chat qui communiquent à travers des clusters Hazelcast. Des solutions pour faire distribuer donc des traitements, c'est le calcul distribué, c'est également quelque chose d'assez important. Et si vous cherchez une alternative à Hazelcast, est-ce qu'il y a d'autres outils qui font la même chose que Hazelcast? Alors si vous avez beaucoup d'argent et si vous voulez acheter une solution payante, mais qui peut être moins performante que Hazelcast, bon, il y a des outils comme Coherence et Terracotta, notamment, c'est des outils qui sont équivalents. Donc ça, globalement, ça c'est si vous voulez l'équivalent en termes d'outils. Alors, maintenant, pour travailler avec Hazelcast, donc je vais directement passer à la pratique de temps en temps parce qu'il y a tellement beaucoup de choses, donc de temps en temps, je vais revenir sur ces slides. Alors d'abord, pour travailler avec Hazelcast, vous n'avez pas forcément besoin d'installer quoi que ce soit. Donc si vous voulez, avec une simple application Java, vous pouvez intégrer Hazelcast dans votre application Java. Principalement, si vous créez un projet Maven, donc vous avez deux dépendances à utiliser. Donc la première, c'est Hazelcast. La deuxième, c'est Hazelcast Client. Alors, pour créer un membre Hazelcast, donc on a besoin de la première dépendance. Donc, pour créer un cluster, une grille de membres Hazelcast. Et après, Hazelcast Client, donc vous aurez besoin d'utiliser, donc si vous voulez exploiter une grille mémoire basée sur Hazelcast. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, ça veut dire finalement, vous avez besoin de deux fichiers .jar. Un seul fichier .jar. D'ailleurs, il n'est pas très volumineux. Vous pouvez commencer dans une application Java par exemple, à utiliser ce cluster Hazelcast. Voilà. Alors donc, d'abord, si vous cherchez à utiliser, donc je vais fermer tout ça. Alors d'abord, il y a le site de Hazelcast que vous devrez principalement utiliser parce que parfois vous avez besoin, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un ensemble d'outils que vous pouvez télécharger pour pouvoir plutôt exploiter facilement donc, cet écosystème. Donc c'est hazelcast.org. Alors donc en principe dans le site de hazelcast.org, donc si vous allez vers les téléchargements, en principe ici vous avez une distribution que vous pouvez télécharger. Alors cette distribution, donc je l'ai déjà téléchargée, donc je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce qu'il contient. Mais en même temps, vous regardez ici, donc vous avez tout simplement la dépendance Maven. Donc c'est-à-dire, pour moi, si je veux intégrer une application Hazelcast, je vais prendre cette dépendance Maven. Je vais créer un projet. Alors ici, donc, j'utilise un IDE quelconque. Vous pouvez utiliser Eclipse ou IntelliJ, c'est mieux, donc si vous voulez travailler. Donc je vais créer un projet Java. Un projet pas Java, c'est un projet Maven. Maven Project. Alors je vais l'appeler, donc ça c'est projet Hazelcast. Donc ça c'est group ID, donc je vais utiliser ensa ma.ensa avec un A en plus. Non, ensa tout court. Alors artifact ID, donc je vais l'appeler donc Hazelcast. Cast tout court. Next, finish. Alors je crée mon projet Java, enfin un projet Maven. Alors dans ce projet Maven, donc je vais chercher mon fichier pom.xml. Alors c'est pas le bon projet parce que je devrais être là. Voilà. Alors dans le pom.xml, donc il y a des choses que vous faites d'une manière classique. D'abord la version de Java. Donc properties, je vais choisir la version 8. Bon, il y a les propriétés maven.java
compiler source, c'est 1.8, et la propriété maven.compiler target, ça c'est 1.8. Alors ça c'est juste une affaire de la version Java, comme ça j'utilise la version Java 8 à ce niveau-là. Et après les dépendances. Alors quelles sont les dépendances que je vais utiliser? CTRL V. Donc j'ai ici une seule dépendance, c'est la dépendance de Hazelcast. Alors principalement si vous avez la connexion internet, ça vous le savez, c'est Maven qui va se télécharger donc Hazelcast. Et à un instant donné, si vous regardez dans le projet, vous allez trouver donc dans les dépendances, il n'y a pas grand chose, il y a un seul fichier. C'est hazelcast.java. C'est-à-dire si vous utilisez un simple projet Java, si vous avez ce Java, vous pouvez commencer à faire votre truc sans problème. Alors maintenant, dans un premier temps, je vais juste faire un premier test, comme ça pour donner un aspect pratique à ce que je viens de dire. Je vais créer un cluster Hazelcast, mais en utilisant donc un nœud. Donc je vais l'appeler member. Member Hazelcast. Alors, une simple application Java, public static void main. Alors, pour créer un nœud, un membre Hazelcast d'une grille, on va utiliser donc Hazelcast instance. Hazelcast instance égale Hazelcast.new Hazelcast instance. Alors, rien que si vous faites ça, c'est que vous avez démarré quoi? Vous avez démarré une instance de Hazelcast. C'est-à-dire, ici, si j'exécute cette application-là, cette application que vous voyez là, si je l'exécute 3 fois, l'application que je viens de faire, tout simplement, j'aurais déjà créé, si je l'exécute dans 3 machines différentes, j'ai déjà créé une grille. Alors après, vous allez commencer à vous poser la question, comment il va reconnaître les adresses IP et tout ça? Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que, dans un premier temps, pour vous montrer l'intérêt de tout ça, donc je crée un Hazelcast, je vais créer une collection map distribuée. Alors pour créer une collection map distribuée, donc je vais créer un map. Je suppose par exemple les clés c'est un entier et les valeurs c'est des strings. Alors ici donc je vais l'appeler par exemple students égal c'est Hazelcast instance. Bon d'habitude vous utilisez dans Java new hmap, n'est-ce pas? Quand vous êtes de new hmap, c'est pas une collection distribuée. Mais maintenant c'est toujours map de java.util, mais c'est une collection qui est distribuée. Alors du coup donc je vais utiliser Hazelcast instance.getMap et après la collection je vais l'appeler par exemple students. Alors une fois que vous avez cette collection, donc je vais utiliser un put. Put 1. Bon, je vais mettre par exemple le nom Ahmed. Students.put. Alors, put de ML par exemple. Et je vais ajouter un troisième. Hassan. Ici, je suis sûr qu'il y a Ahmed, il y a Amal, il y a Hassan, non? Ahmed et Hassan, c'est sûr. Amal, je ne suis pas sûr. Alors, en tout cas, donc j'ai qu'est-ce que je viens de faire d'une manière assez simple, c'est du Java classique, mais vous êtes en train de faire quelque chose d'intéressant. Si votre collection, vous avez une collection qui contient des milliers de données, il se trouve que les données là, ils ne vont pas vers la même machine. Chaque élément, il va quelque part dans une machine. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, ça, c'est pour, une fois que je stocke les données, je vais juste afficher. Je vais afficher d'abord, par exemple, le premier élément.
Alors pour afficher le premier élément, ça vous savez comment faire, c'est students.get 1. Je connais la clé, donc je peux récupérer l'élément. Et après, je vais afficher la taille, le nombre d'éléments de cette collection. C'est students.size. Parce que là, pour vous, c'est toujours ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire. Alors, je vais faire ça avec map, mais également, je vais utiliser une collection queue distribuée. Ça, c'est map. Et après, vous allez voir juste c'est quoi la différence. Là, je vais utiliser queue de string. Alors, je vais l'appeler, bon, si vous voulez, pour changer un peu, donc ça, c'est students map. Et l'autre, c'est students queue. Alors, students queue. C'est la même chose, donc c'est Hazelcast instance. Alors, comme quoi Hazelcast, il vous fournit une implémentation distribuée de toutes pratiquement des collections classiques que vous utilisez dans Java. Alors ici, donc, je vais utiliser getQ. Alors Q, je vais l'appeler également students. Vous avez le droit de donner le même nom à une collection, mais à condition que ce ne soit pas de la même catégorie. Alors je vais ajouter quelques éléments dans ce Q en utilisant offer, par exemple. Alors students Q. Point offer. Alors la même chose, donc c'est Ahmed. Amal. Hassan. Je veux afficher le premier élément. Donc c'est students Q. Point pool, par exemple. Je fais un pool sur le Q et je vais. Bon, vous savez, un pool, il supprime. C'est juste un peu la différence ici. Get, vous consultez, mais vous ne supprimez pas. Mais pool, dans le queue, il le récupère, mais il le supprime de la liste. Donc, juste rappelez-vous ça. Et après, je vais afficher, si vous voulez afficher le deuxième élément, par exemple, vous pouvez utiliser autre chose, peu importe. Donc, j'ai juste un exemple ici. Ce que je vais faire, je vais démarrer cet exemple-là. Alors, je démarre la première fois. Alors, je suis en train de démarrer un nœud Hazelcast et vous allez remarquer pour le moment, ce nœud-là, il va d'abord chercher est-ce qu'il y a d'autres nœuds qui existent dans le réseau local. Bon, si ça n'existe pas, d'ailleurs vous allez voir ici le message, ici, ben, il vous dit que pour le moment, il a découvert qu'il y a un seul, dans votre cluster, il y a un seul membre. Hein? Il y a un seul membre qui existe. Pour le moment, c'est celui que je viens de démarrer. Ben, vous voyez bien que ici, donc, first name c'est Ahmed, le nombre c'est 3. Jusque-là, il n'y a rien de spécial, n'est-ce pas? Je vais l'exécuter une deuxième fois. Alors, ça veut dire quoi l'exécuter une deuxième fois? Ça veut dire que je suis dans une autre machine. La même application, je suis dans une autre machine, je vais la démarrer. Je n'ai pas besoin de connaître les adresses IP des autres nœuds. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment il fait pour se retrouver. Et vous allez découvrir déjà que je démarre un nouveau membre. Il va vous indiquer à un moment donné. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ben, il a détecté qu'il y a deux membres. Donc, je suis déjà en train de définir un cluster de nombres. Et en même temps, regardez, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est il faut que j'affiche la taille ici. La taille du queue. Alors, c'est students queue. .size. Je vais redémarrer. Stop all. Donc j'arrête toutes les instances. À nouveau, donc je vais démarrer la première instance. Je démarre la deuxième instance. Et je démarre la troisième instance. Donc logiquement, je viens de démarrer. Donc je peux démarrer. Bon,
C'est-à-dire finalement une seule ligne de code, vous pouvez démarrer les applications. Donc vous créez plutôt une grille de mémoire, si vous voulez, de Hazelcast. Et après, ce que je vois ici, dans la première exécution, alors dans la deuxième, vous voyez, donc la première exécution, alors, ouais, il y en a 3. Tout à l'heure, je crois que je n'ai pas démarré le... Voilà. Alors regardez, donc il y a trois instances. J'ai démarré 3 ou 2? 3. Voilà, je me posais la question, je vous dis que la troisième, il vient d'où? Alors vous avez 3 instances. Mais regardez, la première exécution ici, alors la première exécution, j'ai combien? La taille de c'est 3, n'est-ce pas? Mais la deuxième c'est 2. Mais pourquoi il y a 2? Parce que j'ai fait un pull. Pull, ça veut dire que j'ai supprimé 1. La deuxième exécution. Alors ça c'est la première. Pardon. Alors qu'est-ce que je vois? Alors la première c'est toujours 3. La deuxième c'est 4. Alors pourquoi? Alors parce que ici donc vous utilisez un map. Regardez, c'est dans votre code. Ici nous utilisons au départ une collection de type map avec la même clé. C'est-à-dire quand vous démarrez la première instance, il va mettre dans la collection les 3 instances, mais avec les mêmes clés. Si vous démarrez la deuxième instance, il va également ajouter les 3 instances, mais en utilisant les mêmes clés. Donc ça veut dire que vous êtes en train de remplacer les valeurs, en quelque sorte. Donc ce qui fait qu'au niveau de map, la taille, ça reste toujours 3, n'est-ce pas? Mais pour le cas de queue, ici donc il ne s'agit pas de remplacer, mais à chaque démarrage, qu'est-ce que je fais? Donc je vais ajouter 3, et comme je fais un pull, ça veut dire que je supprime 1. Donc ce qui fait qu'au départ, ça va faire combien? 2, c'est ce que je vois ici. Dans la deuxième exécution, ça fait combien? Ça fait 4. Et dans la troisième exécution, ça fait 6. Alors ça veut dire finalement que vous êtes en train de démarrer plusieurs instances, mais toutes les instances finalement, ils sont en train d'utiliser une même collection commune, partagée, mais qui est distribuée. Alors si je regarde au niveau de ma présentation ici, c'est exactement ce qui se passe. Alors ici donc je démarre mes instances, c'est plusieurs instances, mais toutes ces instances-là, elles vont... Alors ici donc, c'est le cas ici, donc je démarre la première instance, la deuxième, la troisième, mais toutes les instances, elles utilisent la même collection. Et du moment qu'ils utilisent la même collection, donc ça veut dire que chaque instance, il peut toujours accéder plutôt à la collection, il peut ajouter, il peut supprimer, mais c'est distribué. Mais jusqu'à présent, comment est-ce qu'on peut savoir est-ce que c'est distribué? Alors pour le savoir, donc Hazelcast, tout à l'heure je vous ai dit que vous avez besoin de télécharger Hazelcast, n'est-ce pas? La distribution. Alors Hazelcast, je l'ai fait, je l'ai téléchargé. Je vais exécuter un outil. Alors, la distribution Hazelcast, elle est placée pour moi dans ce dossier-là. Donc Hazelcast, voilà, ça c'est Hazelcast. Alors, quand vous téléchargez Hazelcast, il vous télécharge un outil qui s'appelle Management Center. En fait, Management Center, c'est un outil web qui vous permet d'avoir en quelque sorte une interface web qui permet d'avoir une vision globale sur votre cluster. Ben, je vais exécuter ce Management Center, c'est ce que je vais faire. Alors, sur Management Center, vous avez Start. Alors, en fait, quand vous démarrez cet outil-là, donc ça c'est très utile pour vous, donc quand vous allez pratiquer, parce que pour comprendre comment il fait la réplication, comment il fait il crée les partitions, alors forcément vous aurez besoin de manipuler cet outil. Vous voyez donc, il démarre sur cette adresse que vous allez voir tout de suite.
Alors pour accéder donc à ce Management Center, donc on va utiliser HTTP localhost 8080 Hazelcast Management Center. Alors quand vous le faites la première fois, il va vous demander de créer un mot de passe. Ben, généralement c'est à vous de choisir le mot de passe, donc ici je vais montrer. Alors ici donc vous avez quelque chose d'intéressant. Alors vous avez donc soi-disant, ici déjà je vois pour le moment, je vois ici Members. Alors sur Members normalement vous devrez à chaque fois dans votre grille Hazelcast vous devrez voir le nombre de membres qui font partie de ce cluster. Alors pour le moment c'est 0, pourquoi? Parce que les applications que nous avons démarrées, il faudrait les configurer. Les membres, il faut les configurer pour au démarrage de se connecter à Management Center. Parce que chaque instance qui va démarrer, il a besoin en principe de se connecter à Management Center. Et comme ça, vous allez avoir une console, on va dire, de monitoring qui va vous donner ces informations. Alors comment on va le faire? Alors pour le faire, donc, vous avez besoin de créer une configuration. Config de Hazelcast. Du config. Et après, vous avez Management Center Config. Donc, vous créez la configuration Center Config. Il y a deux paramètres que vous allez spécifier. D'abord, set enabled. Donc, vous allez mettre true. Vous allez l'activer. Et la deuxième, c'est set URL. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'URL? C'est normal, parce que la console de management, il se trouve quelque part dans une machine, n'est-ce pas? Donc, ici, donc, je vais demander à mon instance, quand tu vas démarrer, essaie de te connecter à cette machine-là, donc comme ça, je vais avoir une vision sur toutes les instances. Et la seule chose que je vais faire maintenant, c'est de dire la configuration que je vais utiliser, .set Management Center de Management Center, Center Config. Et après, ne pas oublier ça, quand vous mettez New Hazelcast, ben, on va lui passer l'objet config. Ben, c'est très simple, c'est-à-dire dire tout simplement finalement je crée l'instance Hazelcast, mais qui utilise une configuration. Pour le moment, la seule chose que je viens de configurer, c'est juste de dire, voilà, quand tu vas te connecter, essaye de joindre la console de management, comme ça, parce que j'ai besoin d'avoir une vision. Alors, je vais devoir faire stop. Je vais stopper toutes les instances et je vais les redémarrer. Donc, je vais démarrer la première instance. Alors, si tout se passe bien, bon, ici, donc, j'actualise dans la console de management. Alors, vous allez remarquer, en principe, vous avez un, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous le voyez, ici. Vous avez Members, il y a un membre, ici, qui est connecté. Il se trouve dans cette machine. Vous voyez donc l'adresse IP. Après, par la suite, avec ça, on peut aller un peu plus loin. Et pour le moment, si vous regardez les collections MAP, il y a combien de collections MAP distribuées? Il y a une seule. Laquelle? Il s'appelle Students. Il contient combien de... Regardez la collection Students. Il contient combien d'entrées? Il contient 3. Mais toutes les 3 entrées, ils se trouvent dans la même machine. C'est normal parce que pour le moment, j'ai une seule machine. Alors regardez maintenant ce qui va se passer si je démarre une nouvelle instance. Alors si je démarre une nouvelle instance, ben, ça veut dire logiquement je démarre un nouveau membre du cluster Hazelcast. Actualiser. Alors ici donc vous voyez donc il y a deux membres, c'est-à-dire il y a vous avez deux membres, deux instances du cluster. Si vous voulez les chercher, donc vous voyez donc ça c'est les adresses IP, logique, parce que là je travaille toujours dans la même adresse IP.
Mais en même temps, si je regarde maintenant la collection de type map, il n'y a pas beaucoup de données, il n'y a que 3. Mais regardez ce qui se passe. Alors ces données-là, je vois, il n'y a que 3 entrées. Mais finalement, la première dans cette machine, il y a combien d'entrées? Une. Ici. Et dans cette machine, il y en a 2. Total, c'est 3. Donc ça veut dire que quand je démarre la première instance, tout se trouve dans la même machine. Je démarre la deuxième instance, automatiquement, il va distribuer les données sur les 2 machines. Et après, tout à l'heure, pour voir l'intérêt, ce qu'on va faire, au lieu de créer 3 entrées, ce qu'on va faire, on va mettre une centaine de milliers d'entrées, et après on va voir comment est-ce qu'il va faire la distribution. Et tout à l'heure, je vais revenir sur les détails, comment ça marche, comment il arrive à faire ce genre de choses. Alors, je peux voir également au niveau des queues, il y a une seule collection de type queue, il s'appelle également students. Il y a combien d'entrées? Il y a 4 entrées. Alors, après, je vais vous dire, la manière de gérer les collections map et queue avec Hazelcast, il les gère d'une manière différente. Donc c'est pour cela, ici, donc, vous voyez que la distribution, il ne le fait pas de la même manière que queue. Donc ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, donc quelle est la collection? Je vais m'intéresser toujours à la collection de type map, ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, comme je disais tout à l'heure, je reviens à mon application. Au lieu de mettre tout ça, je vais stocker plusieurs instances. For i, de 0 jusqu'à, par exemple, 100 000. On va mettre 100 000 instances. Et après, je vais utiliser tout simplement students.put. La clé, c'est i. Et la valeur, alors on va dire Ahmed plus i. 100 000 Ahmed, c'est beaucoup, mais c'est juste un exemple. OK? C'est bon? Alors, je vais faire ça. Donc, je vais arrêter toutes les instances. Je démarre. La première instance, bon, ça c'est 10 000. Normalement, je voulais faire 100 000, c'est pas grave. Alors ça c'est la première instance qui est démarrée. Alors je vais actualiser. Alors je vois bien le membre, il y a un seul membre. Il y a une seule collection de type map, toujours. C'est students. Il y a 10 000 entrées. Pour le moment, si toutes les 10 000 entrées sont dans la même collection. Je démarre une deuxième instance, un deuxième membre de Hazelcast. Bon, il y a 2 instances. Il y a map, 1000 toujours, puisqu'en fait les mêmes clés. Mais si vous regardez bien, donc cette fois-ci, c'est 10 000 et les entités distribuées. Voilà. Alors donc, je reviens au point de départ. Donc, j'ai ici une collection de type map, students. J'ai 100 entrées. Alors ici, donc, vous voyez donc déjà l'aspect de répartition, donc on le voit déjà assez clairement ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous arrêter une instance. Donc, le problème de tolérance au panne. Ça, c'est important. Donc, je reviens à mon application. Subitement, l'une des instances, je vais l'arrêter. Stop. Ça, c'est l'un des grands problèmes des systèmes distribués. Vous avez une instance qui tombe en panne.
Alors si le système n'est pas résistant aux pannes, je perds des données. Alors ici, donc, regardez ce qui va se passer, actualiser. Alors j'ai un seul membre. Si je regarde ma collection map, je vois toujours il y a combien d'entrées. Ben, je vois toujours 100 000, il revient vers la même instance. Donc c'est-à-dire vous pouvez, plus vous démarrez, vous avez les données qui vont être réparties. Vous arrêtez. Alors, on peut se poser la question comment se fait ce mécanisme. Donc ça, c'est des choses que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais juste avant de vous expliquer les concepts du noyau de Hazelcast, il y a un outil qui s'appelle console, que vous allez trouver dans la console d'administration. En fait, si vous faites help, en fait, avec ça, vous pouvez interroger la grille de Hazelcast. Et vous avez pratiquement toutes. Vous pouvez, par exemple, ici, vous avez des commandes que vous pouvez retrouver facilement. Par exemple, je veux manipuler des collections de type map. Voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser namespace ns students. Alors, quand vous dites ns students, ça veut dire, je vais lui dire, donc je vais utiliser le namespace, c'est le nom de la collection. Hein, c'est le nom de la collection. Alors, si vous mettez par exemple m. Par exemple, case, je ne sais pas. Alors, m.case, qu'est-ce que vous allez avoir? En principe, vous avez, ça c'est les clés de la collection. Si vous mettez m.values, vous pouvez avoir les valeurs. Vous mettez m.size, vous devrez avoir 100 000. Donc, c'est-à-dire, vous avez ici un outil avec des commandes, vous pouvez interroger à un moment donné la distribution, si vous voulez, de vos données, comment ils sont. Alors ça, c'est juste entre parenthèses. Donc ça, c'est des outils qui sont fournis. Alors, je vais avancer. Alors, cette première partie de la démonstration, la première partie de la démo, donc si je juste vous montrer comment démarrer d'abord un cluster de Hazelcast, comment connecter le cluster vers la console de management, ce qui vous permet d'avoir une visibilité sur le cluster. Mais en même temps, vous avez déjà découvert le processus de distribution se fait d'une manière transparente. C'est-à-dire le développeur, on n'a plus besoin de se préoccuper de comment le faire. C'est les nœuds Hazelcast, donc ils peuvent distribuer ça tout seul. Et également, vous avez vu comment régler le problème de tolérance, la reprise après échec, tolérance aux pannes. Il y a une instance qui tombe en panne, on ne perd pas les données, les données vont être redistribuées. Alors, maintenant pour la suite. Bon, ça c'est ce que je vous ai montré. Donc ça c'est le démarrage. Alors après, bon, dans la console, vous allez trouver donc plein de graphiques, plein de trucs que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est, je suis sûr que vous-même vous pouvez les découvrir facilement. Alors, au niveau de la configuration, ça je vous l'ai montré. Comment connecter une instance vers la console de management. C'est comme ça qu'on le fait. Vous avez également ici ça c'est quoi ça? C'est l'outil que je viens de vous montrer, c'est la console que j'ai utilisée pour interroger mes données. Et après, quoi d'autre? Alors ça c'est fait. Bien, alors juste quelques concepts. Comment, si vous voulez, Hazelcast, comment il fait le mécanisme de distribution? Alors en fait, je vais agrandir un petit peu parce que je crois que derrière, ils n'arriveront pas à voir un peu ce qui se passe. Alors, généralement, Hazelcast, qu'est-ce qu'il fait? C'est que les fragments des collections Hazelcast sont appelés ce qu'on appelle des partitions. Alors, les partitions sont des segments en mémoire. Comment il gère ça? Donc, c'est des segments en mémoire qui peuvent contenir un certain nombre d'entrées. Donc, des centaines d'entrées, des milliers d'entrées, donc en fonction de la quantité de données. Chaque segment il contient une quantité de données. En fonction, bien sûr, de la capacité mémoire. Forcément, ça dépend également de la capacité de mémoire de la machine. Alors, si vous voulez, quand vous avez une collection, vous créez une collection qui contient 1 million d'entrées. Ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Cette collection-là, il va la découper en un ensemble de ce qu'on appelle de partitions. Et après, chaque partition, à un moment donné, elle se trouve dans une machine. Alors, par défaut, toutes les partitions qu'il va créer, il va leur créer une copie. Chaque nœud, chaque partition créée, il va lui créer des copies dans plusieurs nœuds.
C'est-à-dire finalement, le problème de reprise après échec, c'est parce que Hazelcast, quand vous donnez des données, automatiquement il va faire la réplication. Quoi d'autre? Alors, l'une des répliques, c'est-à-dire l'une des répliques généralement, s'appelle tout simplement la réplique principale. C'est-à-dire quand vous interrogez les données, alors forcément il y a un nœud qui contient la réplique principale. C'est-à-dire il y a, si vous voulez, il y a une partition principale qui contient les données, mais chaque partition principale, si vous voulez, on trouve plusieurs copies. Dans les autres, si jamais il y a la partition principale tombe en panne, ben, tout simplement, c'est les autres nœuds qui vont prendre en charge les données. Donc, on ne perdra jamais les données. Alors, quoi d'autre? Alors, pour vous voyez donc au niveau de votre code, vous voulez récupérer une entrée, vous mettez get ou bien put. Donc, finalement, tout ce problème-là, vous le gérez d'une manière transparente. C'est-à-dire, c'est Hazelcast qui va gérer donc tous ces problèmes-là. Et vous devrez savoir justement par défaut, Hazelcast utilise 271 partitions. Ça, c'est un nombre, c'est-à-dire qui fait, c'est-à-dire en quelque sorte, quand vous avez par défaut, quand vous avez une collection, qu'est-ce qu'il fait Hazelcast? Il va la découper en 271 collections. Alors, si vous avez une seule machine, toutes ces partitions, elles vont se trouver dans la même machine. Mais dès qu'il y a des machines, il va commencer à distribuer les partitions. Mais quand il les distribue, il distribue également une réplique, c'est-à-dire une sauvegarde dans les autres nœuds. Alors ça concerne le mécanisme. Alors après, donc, vous pouvez revenir un peu sur comment ça se passe. Donc je ne vais pas rester là-dessus. Alors par exemple, ici, vous avez une collection de P1 jusqu'à P271 quand vous avez un seul nœud. Mais si vous avez deux nœuds, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de P1 jusqu'à 120, je ne sais pas quoi ça, 135, mais de 135 vers la suite. Donc il va les distribuer dans plusieurs machines. Ce que vous voyez là en noir, c'est la réplique principale, propriétaire, et l'autre, ce que vous voyez en bleu, c'est une copie. Globalement, donc il gère ce mécanisme tout seul. Alors, pour la configuration de Hazelcast, donc vous pouvez le faire de deux manières. Soit d'une manière programmatique, c'est-à-dire directement, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, directement à partir de votre programme, vous pouvez créer un objet conf et vous accédez aux différentes méthodes qui permettent de configurer, bien sûr, les instances. Tout à l'heure, on a déjà montré comment faire ça. Bon, ça, c'est juste un exemple de config. Mais la deuxième solution, si vous voulez pas le faire d'une manière programmatique, vous pouvez le faire d'une manière via un fichier XML. C'est-à-dire une instance Hazelcast, vous avez un fichier XML dans lequel vous pouvez spécifier pratiquement tout ce que vous faites par programme, vous pouvez le faire via un fichier XML au niveau de la configuration. Autre chose. Alors, le mécanisme de discovery. Alors, il faut se poser la question de tout à l'heure. Moi, je démarre un membre dans une machine, je vais vers une autre machine, je démarre le membre, je n'ai pas besoin de lui donner l'adresse IP. Lui-même, il va le découvrir. Alors, comment se fait ce mécanisme? Alors, en fait, Hazelcast dispose de plusieurs solutions. Alors, d'abord, celui qui est utilisé par défaut, c'est multicast. Donc, c'est-à-dire Hazelcast, il utilise un multicast en utilisant le proto UDP. Okay? Donc, il fait un multicast sur le réseau et lui-même, il découvre les instances qui sont démarrées. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent, les instances. En fait, le multicast, c'est ce qui est utilisé par défaut. C'est assez pratique parce que pour le programmeur, ça lui évite un petit peu à chaque fois de fixer préalablement les adresses IP du cluster. Mais c'est pas pratique, c'est pas en production, c'est pas très performant. C'est-à-dire en production, généralement, on préfère utiliser directement plutôt un mécanisme de découverte basé sur TCP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, si vous voulez le faire d'une manière, du moment que votre cluster, vous connaissez déjà les machines, vous pouvez définir un ensemble d'adresses IP, soit dans le fichier XML ou bien dans votre... soit par programmation ou bien via XML, on peut définir la liste des adresses IP ou bien la liste des adresses des machines où doivent être démarrées les instances. Mais comme je disais, donc,
que ce soit TCP ou bien multicast, alors forcément, donc votre application devrait marcher. Alors, la troisième solution, si vous êtes dans le cloud. Donc, vous pouvez utiliser d'autres solutions qui sont utilisées dans le cloud. Cloud Discovery, notamment, par exemple, alors pratiquement chaque cloud dispose d'un mécanisme de discovery. Amazon, de Google, G-Cloud, Azure, Zookeeper. Alors tout ça, c'est des Zookeeper, PCF, OpenShift, Eureka, Kubernetes. Alors vous avez un tas d'outils qui sont utilisés au niveau du cloud et qui permettent, leur rôle c'est quoi? C'est de permettre à une instance de découvrir les autres instances. Donc c'est un mécanisme de discovery qui sont utilisés. Donc en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que Hazelcast supporte ces trois solutions. Par défaut, ce qu'on vient d'utiliser, c'est lequel qu'on a utilisé? C'est multicast. Mais il faut faire attention, quand vous dites, quels que soient les cas, c'est-à-dire que vous utilisez ce mécanisme ou le deuxième ou le troisième, la communication entre les instances se fait toujours via TCP. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est avec UDP qu'il va distribuer les données, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est toujours dans TCP. C'est normal parce qu'on est dans le... On n'a pas... Il ne faut pas perdre des paquets, il ne faut pas perdre des informations, donc ça veut dire la communication entre les nœuds se fait de cette manière-là. Alors, également, ce que vous devrez savoir, c'est que quand vous démarrez un cluster Hazelcast, il se trouve que chaque instance, il dispose des adresses IP de toutes les autres instances. Donc, ça veut dire que chaque instance est capable de communiquer, de parler, ou bien de transmettre une information directement à une autre instance. Alors, tout ça se fait d'une manière transparente. Alors maintenant, les data structures, les structures de données qu'on peut manipuler dans Hazelcast. Alors là, on vient de découvrir map et le cas de queue, n'est-ce pas? Mais pratiquement, vous allez trouver beaucoup il y a map, multimap, cache, event journal, queue, set, list, ring buffer, log, etc. Donc vous avez un tas de collections que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire, Hazelcast fournit des implémentations distribuées d'un ensemble de types de collections. Mais il laisse le développeur la possibilité d'ajouter ses propres implémentations. Si par exemple vous avez une structure de données que vous voulez créer vous-même d'une manière distribuée, tout simplement il fournit un moyen qui permet donc d'ajouter de nouvelles implémentations en utilisant le SPI, bien sûr, oui. Exactement, c'est ce que je dis. En fait, c'est-à-dire vous avez tout ce qui est fourni par Hazelcast, mais si vous avez une collection, une structure de données que vous voulez manipuler, vous avez juste besoin de créer des classes qui implémentent des interfaces de Hazelcast. Vous allez redéfinir quelques méthodes et après donc, vous pouvez créer ça. Donc on peut utiliser le SPI qui est fourni par Hazelcast pour ajouter de nouvelles implémentations. Alors ça, cette partie-là, c'est presque des cours que vous allez trouver dans la documentation de Hazelcast. Voilà comment utiliser map, queue, comment utiliser donc... alors ça c'est task multimap, set, list, ring buffer, topic. Là je vais m'arrêter là-dessus, c'est important parce que ici en pratique j'ai prévu deux applications. Deux exemples d'applications que nous allons utiliser. La première, donc en fait, Topic. Alors pour ceux qui ont déjà utilisé GMS, ou bien IMQP ou RabbitMQ, en tout cas pour faire des applications Stamp, MQTT, pour faire communiquer les applications, vous savez que les applications communiquent via ce qu'on appelle des topics, n'est-ce pas? Alors la même chose, Hazelcast, il fournit un type de topic et qui permet de créer des applications de messagerie en utilisant le mécanisme Publish Subscribe. Alors donc si vous voulez faire communiquer des applications en temps réel ou des applications par exemple de chat, des exemples comme ça, tout simplement avec Topic, on peut faire ça d'une manière assez simple. C'est ce que je vais vous montrer. Donc j'ai prévu deux exemples d'applications. Le premier c'est celui-là. C'est une application simple de chat pour faire communiquer les applications via le cluster Hazelcast. Alors quand je dis bien de chat, ça c'est juste pour vous donner l'intérêt. Mais en réalité, les applications distribuées ont toujours besoin de ce mécanisme pour échanger des messages.
Le deuxième que j'ai prévu de vous montrer, c'est comment faire des calculs distribués. Ça, c'est encore plus important. C'est-à-dire, ici, ce que je vais faire, donc je vais créer une application qui permet de produire des tâches. Hein, et après ces tâches, il va les distribuer à plusieurs machines. Et les machines vont travailler en parallèle, en même temps pour effectuer les tâches. Et il récolte le résultat final et fait de l'agrégation. En quelque sorte, on va faire un exemple d'application de type MapReduce, en quelque sorte. Mais pour les gens qui ont déjà utilisé donc, le mécanisme MapReduce de Hadoop, ben, ils vont découvrir qu'avec Hazelcast, c'est encore beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus transparent. C'est vraiment assez intéressant. Alors maintenant, je vais commencer par le premier. J'espère que j'arriverai au bout parce que c'est juste question de temps. Alors, comment utiliser plutôt Topic? À quelle heure on devrait arrêter? On devrait. C'est pas on aurait dû planifier. Là, on a démarré tardivement, mais juste comme ça, je planifie mon temps pour le reste. Est-ce que vous avez le temps? Il n'y a pas de contrainte après. Hein? À 17h? Moins quart. Parfait. Bien. Alors je vais arrêter mes instances, c'est ce que j'ai fait. Alors donc pour créer un exemple, le premier exemple, je vais créer d'abord un membre Hazelcast, HCMember. Alors je reprends ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Alors, public static void main. Alors, comment créer un membre Hazelcast? Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Vous vous rappelez un petit peu? Hazelcast instance égale Hazelcast point new instance. Mais cette instance-là, on a besoin de la configurer. Et pour la configurer, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un objet config de Hazelcast égale new config. Alors, la première configuration que j'ai besoin de faire, c'est que j'ai besoin de connecter à la console de management. Donc, je vais créer un objet management center config. Center config égale new management center config. Alors, j'ai deux propriétés que je vais définir. Donc, center config. Point. La première, c'est quoi? Set enabled. Je vais l'activer. La deuxième, center config.set URL. Alors l'URL, donc c'est celle que j'ai ici. CTRL C. Mais je dois supprimer ça. Voilà. Ça c'est l'URL de la console de management console. Et après vous créez donc voilà. Donc on va utiliser ici quoi? Config. Mais il ne faut pas oublier de lier management config à la config, c'est-à-dire l'objet config.set management config center de center config. Mais le port, le slide. Ok. Ah, ça c'est dans le... Ça c'est la config. Oui. Alors, en fait, ça j'en ai pas parlé parce qu'il y a plein de choses que j'ai shippées parce que je sais que le temps de... les instances que vous démarrez, les membres que vous démarrez, ben, ils utilisent un numéro de port. Ben, si vous faites rien par défaut, il va choisir des nombres, etc.
Donc, mais si vous voulez exiger que ça commence par exemple à partir de 5900 et après ça va être incrémenté de 1, etc. Vous avez c'est juste pour vous dire que quand vous créez un objet config comme ça, vous avez plein de paramètres que vous pouvez configurer. Mais il est toujours plus simple de commencer par la config par défaut dans un premier temps pour comprendre le mécanisme de base. Mais ça n'a rien à voir avec le port de la management console. Donc ça, non, ça c'est le port de l'instance elle-même qui va démarrer. Si vous voulez la fixer, si vous voulez. Bien. Alors voilà ce que je vais faire ici. Donc je vais utiliser un topic. E-topic. Alors je suppose que je vais échanger des messages de type string, sachant que vous pouvez échanger des objets structurés, Java, si vous voulez. Alors pour moi, ça c'est, je vais l'appeler topic. Égal, c'est Hazelcast instance.get topic. Alors le topic, je vais l'appeler par exemple news. Je suppose que par exemple les applications, à chaque fois qu'il y a des news, donc ils vont pouvoir les échanger entre elles. Après, maintenant, ce que je vais faire, donc sur ce topic-là, je vais faire un subscribe. Je vais m'inscrire à un topic pour dire, j'attends. S'il y a un message qui est envoyé dans ce topic, je vais le recevoir. Alors, comment on va le faire? Donc, on va utiliser topic.add message listener. Pour les gens qui ont déjà utilisé GMS, ça peut leur donner déjà un peu une idée. Message listener. Alors ici, donc, soit que vous mettez new message listener. Alors, vous savez, c'est une interface, il va vous obliger de redéfinir la méthode on message. C'est-à-dire, si j'attends, je fais un subscribe sur ce topic-là, si jamais il y a un message qui arrive vers ce topic, je vais le recevoir. Donc, je fais un subscribe ici. Alors, vous savez, pour ne pas écrire ces écritures, il y a les expressions lambda. C'est encore plus réduite. Autrement, au lieu de faire ça, je vais juste utiliser quelque chose de plus simple. Je vais utiliser, donc ça c'est add message listener. Alors ça c'est volet message, le message que je reçois. Ben, j'utilise comme ça. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire pour le moment? Je vais utiliser system.out.print. Je vais écrire le message received message par exemple et je vais afficher le message reçu. Alors le message c'est message.getMessageObject. Donc je reçois en fait messageObject c'est le contenu du message. Donc c'est du texte, donc je vais le voir. Alors si vous démarrez cette instance comme ça, alors cette instance qu'est-ce qu'il fait? Donc si comme vous dites ici donc j'ai un agent que je vais démarrer quelque part dans une machine, une application. Mais cette application, il va faire un subscribe dans un topic. Et si jamais il y a une autre instance, une autre application qui envoie un message vers ce topic, ben, tout simplement, il va arriver à cette application. Bon, l'instance, il est démarré. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une autre application qui va envoyer un message. Et après, à partir de là, vous allez voir, en quelques minutes, on va faire une application de chat. Ça vous donne déjà une idée comment exploiter ça. Alors, l'instance est démarrée. Je vais créer maintenant une autre application que je vais appeler par exemple client topic. Bon, client topic. Non, c'est un client chat si vous voulez. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. C'est l'occasion de vous le montrer. Ah, c'est pas ça. Alors, je disais tout à l'heure, pour utiliser un cluster Hazelcast, vous avez deux manières de faire. Donc, soit vous démarrez un membre, quand vous êtes membre, quand vous démarrez un membre Hazelcast, automatiquement, il communique avec toutes les... il partage d'abord, il participe au partage des données qui se trouvent dans le cluster. Il va également contribuer à l'exécution. C'est un nœud qui va travailler.
c'est du travail, c'est-à-dire quand il y a des tâches distribuées, donc lui il va les exécuter. Bon, ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on a travaillé que des membres, un membre qui parle à un autre membre. Mais il y a un autre moyen, c'est que vous démarrez une vingtaine de membres, vous dites j'ai démarré mon cluster, mais après mon application de chat, je ne voudrais pas qu'il soit un membre. Hein. Ben, je voudrais juste utiliser le cluster. Donc je vais utiliser les topics qui sont définis dans le cluster, mais je ne veux pas le démarrer en tant que membre. Ça veut dire que finalement, je suis là. Je vais créer un client Java, ou bien un client Python, ou bien Scala, ou bien Node.js. Dans ce cas-là, avec n'importe quel langage, donc Hazelcast, il vous fournit des API avec différents langages qui vont vous permettre de communiquer et de distribuer et de consulter les données partagées au niveau de Hazelcast. Oui. Les Oui. Alors, c'est en fait dans tout le mécanisme des clouds. Alors, si on revient vers c'est-à-dire l'ensemble des outils qui sont faits au niveau du cloud, donc forcément, d'ailleurs, c'est ce que je disais à chaque fois, c'est que Hazelcast, c'est l'un des outils qui est présent dans toutes les solutions. Même rien que quand vous faites des applications web, des web services, parce que quand vous êtes dans le calcul de haute performance, quand vous êtes dans des systèmes distribués, le premier problème que vous allez rencontrer, comment créer un cache distribué. Ça, c'est l'un des problèmes vraiment qui est présent dans toutes les solutions. Donc, c'est-à-dire dans les services de type SaaS, donc c'est tout à fait, c'est normal que, bien sûr, c'est un outil qui a vraiment sa place à ce niveau-là. Peut-être tout à l'heure, on pourra discuter à quel niveau vous allez le retrouver. Donc, ce que je vais faire ici, donc je viens de démarrer un membre. Ok, ce membre-là, il a tout simplement fait un subscribe. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une application, mais cette fois-ci, ce n'est pas un membre, mais c'est un client de Hazelcast. Et vous pouvez travailler, communiquer avec les autres instances de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. La seule chose, c'est que cette machine-là, ce n'est pas un membre. Ça veut dire qu'il ne participe pas, il ne va pas participer pour partager les données avec les autres, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser sa mémoire pour les autres. Donc, c'est-à-dire que ça vous appartient. C'est votre application. Bon, et du coup, donc, c'est pas un membre du cluster. Alors, quoique, je peux toujours. Donc, alors, si vous voulez créer maintenant un client, hein, vous voulez créer un client pour le cluster, donc j'ai besoin cette fois-ci d'une autre dépendance, parce qu'en fait, il y a deux dépendances que vous allez utiliser tout à l'heure. On a utilisé Hazelcast. Bah, vous ajoutez tout simplement la même chose, mais client. Bien. Et après, je reviens à l'application. Alors maintenant, on va faire la même chose. Hazelcast Instance. C'est toujours la même chose, c'est une interface. Hazelcast Instance. Cette fois-ci, on va utiliser, au lieu de Hazelcast, vous utilisez Hazelcast Client. C'est la seule différence, mais après tout le reste, c'est le même. Après, New Instance. Alors regardez, je suis dans une autre machine, je vais utiliser le même topic qui s'appelle News. Donc je vais utiliser I et topic. String. Alors je l'appelle topic. C'est Hazelcast instance.getTopic. Comment il s'appelle? News. Et je vais envoyer un message. Alors pour envoyer un message, je vais utiliser topic.publish. Et le problème est réglé. Bon, c'est-à-dire, je vais l'appeler hi, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bon, je démarre mon application. C'est que, automatiquement, il utilise toute la puissance du cluster. Déjà. Et en même temps, avec quelques lignes, donc vous communiquez avec quelque chose, vous ne savez même pas où est-ce que ça trouve cette application. Tout ce que vous connaissez, c'est le nom du topic. Alors, si vous démarrez, l'application démarre. Si vous regardez la console tout à l'heure, regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Receive message. C'est-à-dire, l'autre instance, il a bien reçu le message. Et si vous voulez voir mieux un peu la chose, je vais créer une petite interface graphique avec JavaFX. Vous savez, pour JavaFX, vous utilisez Extend Application. Et après, vous avez besoin de redéfinir la méthode Start. Et
ici, ce que je vais faire, CTRL X, je vais juste utiliser ici, c'est Launch, c'est pour démarrer l'interface graphique, et mon travail va se faire à ce niveau-là. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer d'abord un border pan, égal new border pan. Je vais créer une scène, égale new scène. Bon, la dimension de la scène, je vais utiliser 600 pixels en largeur et 500 en hauteur. New scène, oui, mais il faut donner c'est-à-dire le composant qu'il va utiliser par défaut, c'est border pan. Et après, je vais définir primary stitch point set scène. C'est quoi la scène? C'est la scène que j'ai définie. Et je vais afficher primary stitch, c'est-à-dire plutôt show. Voilà. Bon, ça c'est l'application. Je vais la stopper ici. Bon, jusque-là, il n'y a rien de spécial. C'est juste que j'ai transféré un peu j'ai transformé mon application en une application graphique parce que j'ai besoin d'afficher quelque chose qui est un peu plus pratique pour vous, parce que vous avez besoin vraiment de tester toutes les étapes de communication d'une manière manuelle. Donc, mais après, ça peut être des choses qui sont automatisées. Alors ici, donc, vous voyez, en principe, mon client ne marche pas. Alors, quand est-ce que le client ne va pas marcher? Quand dans votre cluster, il n'y a aucun membre. C'est normal, parce que s'il n'y a pas de membre dans le cluster, mon système ne peut pas marcher. Alors, moi, ce que j'ai fait, peut-être, j'ai arrêté le cluster, donc j'arrive vers, voilà, membre, je vais démarrer à nouveau un membre, minimum un membre. Vous avez l'application. Quand vous dites minimum un membre, ça veut dire que vous avez minimum d'une machine. Mais quand il y a un problème de big data, vous avez un grand flux de données à traiter, une machine ne va pas suffire. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout est réglé. Parce que vous avez juste besoin de l'application le moment, vous la démarrez plusieurs fois dans plusieurs machines. Et vous avez le système de répartition de données, le système de répartition de tâches qui va être activé. Alors, ici, donc, je vais revenir sur mon client. Alors, bon, ça c'est juste c'est ma petite interface. Alors, ce que je vais faire ici, donc je vais ajouter un label, une zone de texte, un bouton envoyer, donc juste pour voir, et après une liste pour voir les messages que je reçois. Et en même temps, à un moment donné, j'ai besoin de faire un subscribe. Le client lui-même, chaque client, il va avoir un nom. Parce qu'en fait, quand j'envoie un message, je vais dire ce message, je vais l'envoyer à monsieur tel. Donc ça c'est quelque chose de... Bon, j'arrête à nouveau. Alors, ce que je vais faire, donc, comme le temps me presse un petit peu, donc voilà ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser, voilà. Donc, je vais créer un label. Bon, ça c'est pas JWT, c'est pas AWT, c'est JavaFX. New label. Alors, ça c'est message. Text field, un champ de type texte. J'ai besoin d'un bouton. Alors, bouton send égale new bouton. Alors, ce text field là, je vais l'appeler text field message. Et ce label là, je vais l'appeler label message. Alors, ça, c'est le bouton send. Bon, j'ai besoin de mettre tout ça dans un hashbox. Hashbox bottom égale new hashbox. Alors, je vais utiliser un spacing de 10 pixels et je vais également utiliser un padding de 10 pixels. Et après, mes éléments, je vais les mettre dans hashbox. Je vais utiliser add all.
.getChildren.addAll. Alors les nœuds que je vais ajouter sont les suivants. J'ai besoin du label message, ensuite text field message, et ensuite j'ai besoin de boutons. Et après tout ça, je vais le mettre en bas. C'est border pan .set button. Je vais mettre le hbox B. Alors ça c'est au niveau de l'affichage, donc ici en principe ça devrait s'afficher. Et après j'ai besoin donc de faire, quand je clique sur le bouton, j'envoie le message. Alors comment je vais le faire? Donc je vais utiliser button send.set on action event. Alors si je clique sur le message, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai besoin d'un topic et topic. Bon, pour le moment je connais le topic, donc je peux utiliser directement topic.send.publish. Ben, qu'est-ce que je vais publier? Je vais publier le texte qui se trouve dans textFieldMessage.getText. Alors je démarre. C'est pas encore complet, mais il sera complet pour bientôt. Alors je crois que juste pour ne pas lier les choses, ce que je vais faire, c'est que le membre, je vais le dégager, je vais le démarrer sur ligne de commande, et comme ça donc je laisse mon environnement pour le client, pour ne pas à chaque fois arrêter le membre, ça va le faire traîner. Alors pour cela, donc pour faire ça, je vais revenir à POM XML. Je vais ajouter une propriété pour dire c'est quoi l'application de démarrage. Alors j'ai besoin d'utiliser exec main class. Bon, je fais ça. Alors pour moi, main class s'appelle HP member, HC member, HC member. Voilà. Alors si je fais ça maintenant, je vais me positionner sur ligne de commande. Je vais prendre le chemin de mon projet. Il est là. Et je vais passer sur ligne de commande. Je me positionne dans mon projet. Et après, je vais utiliser Maven, MVN. Alors, MVN Java. Exec. Exec Java. Alors en fait, ça c'est juste, bon, ce que je fais là, bon, en principe, je suis juste en train, au lieu de à chaque fois démarrer l'instance IntelliJ, maintenant j'ai mon membre, c'est une petite application, bah, généralement avec ça, vous voyez, donc j'ai formé un premier nœud, je l'exécute une deuxième fois dans une autre machine, et une troisième fois, donc le problème de cluster maintenant, on a déjà réglé ce problème. Donc je le laisse comme ça. Alors pour le moment, il y a un seul membre. Alors tout à l'heure, on pourra démarrer d'autres membres. Et je démarre maintenant mon client. Client topic. Alors bien sûr, vous l'avez remarqué tout à l'heure, ça n'a pas démarré parce que mon cluster ne contient aucun membre. Alors ici, donc j'ai quelque chose qui est maigre, etc. On va l'arranger tout à l'heure. J'ai ici mon membre. Bah, vous voyez déjà, il a reçu un message, vous le voyez ici, hi, machin. Alors j'ai créé un message. Hello. Message. Alors je vois bien que ici, donc, je crée mon application, je n'ai pas besoin de savoir où se trouve la machine, je connais le nom du topic, bah, le message il arrive. Donc n'importe quelle application dans le cloud, dans votre système distribué, principalement il peut communiquer avec d'autres instances là où il se trouve. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Alors juste maintenant ce que je veux, en réalité je ne veux pas communiquer comme ça, mais je voudrais il y a un client qui communique avec un autre client. Je fais des communications entre clients. Bon, ça veut dire que ici, donc j'ai besoin juste de faire la même chose. Je vais ajouter ici une zone de texte dans laquelle je vais d'abord saisir le nom du client, soi-disant, pour moi ça va représenter un topic.
et je vais faire un subscribe. C'est-à-dire chaque client, il dispose dans son propre topic. Et après, on va essayer donc de faire communiquer les applications. Une question. Oui. Si on a ce topic avec Les deux topics avec le même nom. deux topics avec le même nom, c'est un topic. Parce que c'est la même chose que le map. Quand vous dites hazelcast.getMap, le nom, ben si le map existe déjà, il vous retourne le map qui existe déjà. Donc si vous mettez topic à un nom, donc il va utiliser le même topic. Et si vous avez plusieurs instances qui font un subscribe dans le même topic, d'ailleurs je vais vous le montrer, quand il y a un message qui arrive, toutes les instances vont le recevoir. Bon, c'est-à-dire si vous avez, il ne va pas vous dire le nom existe déjà. Parce que souvent, si vous voulez le faire, c'est côté application, mais souvent, sachez juste que, en principe, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il s'agit bien d'une instance qui démarre quand il veut utiliser une collection. Si cette collection, si c'est elle qui va démarrer une nouvelle collection, bon, il va la créer. Mais s'il utilise une collection qui existe déjà, qui est distribuée, ben forcément, il reprend la même collection qui existe déjà. C'est la même chose pour topic. Ok? Oui? Oui, oui. Si les machines sont Alors, c'est toujours la même chose. Si vous êtes dans un cluster, donc si vous êtes en réseau local, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans un réseau, c'est-à-dire externe, là, c'est forcément, vous avez besoin, si votre réseau est connecté via des routeurs, ça va marcher. Donc, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, si vous êtes dans un réseau étendu, donc ça va marcher aussi bien. Pas de problème. Sauf que quand vous êtes dans un réseau assez complexe comme ça, l'utilisation de systèmes de découverte via multicast, ce n'est pas pratique. Parce qu'il a besoin d'envoyer des messages UDP partout, les réseaux, attendre, est-ce qu'il y a des instances qui répondent, et ça prend du temps. C'est pour cela que quand vous êtes dans ce système comme ça, au lieu d'utiliser un système de discovering multicast, vous allez configurer vos instances à utiliser un discovering TCP. Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir la plage des adresses IP dans lesquelles vous allez démarrer les instances. Alors, donc, je vais faire juste un copier-coller. Alors, ici, je vais prendre la même chose ici. Label, Hbox, tout ça. CTRL-C. Ce que je viens de faire pour l'autre, je vais le faire pour... Alors, et je vais changer. Donc, ça, c'est label. Ça, c'est name, le nom de l'instance, si vous voulez. Name. Ça, c'est... Je vais l'appeler name. Ça, c'est bouton subscribe. Ça, c'est le HB top, HB new Hbox, ça c'est top, ça c'est Hbox top, et je vais ajouter label name, j'ajoute label name toujours, et l'autre c'est bouton subscribe. Et là, je vais ajouter, ici, au lieu de bâton, je le mets en haut. En haut, c'est-à-dire set top. Donc, je vais l'appeler, ça c'est quoi ça? C'est T. Parfait. Et après, j'ai besoin d'un bouton quand je clique. C'est la même chose ici. Alors, quand je clique sur le bouton subscribe, je reçois... qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de créer maintenant un topic. Parce que chacun qui veut s'inscrire, je dois lui créer un topic. Si le topic existe déjà, bon, il va utiliser le topic qui existe déjà. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Donc, et topic. Ah bon, je sais que mon topic va utiliser des strings. Alors, je vais l'appeler, en fait, ça c'est subscribe, client topic. Égal, c'est hazelcast instance.get topic. Alors, c'est quoi maintenant le nom du topic? C'est ce que je vais saisir dans la zone de texte, c'est-à-dire c'est texte field name.getText. Ça c'est subscribe. Une fois que plutôt c'est pas subscribe, donc ça c'est je crée le topic. Et après je vais utiliser client topic.
add message listener, c'est-à-dire j'écoute ce topic-là. Alors, enfin, le topic que vous voyez là, il est dans le cluster. Alors, si je reçois un message, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ce message, je vais l'ajouter dans une liste que je vais créer ici. Je vais créer un list view qui reçoit des strings. List view, ça c'est les messages que je reçois, égale new list view. Alors bien sûr, un list view, vous savez, bon, si vous cherchez dans JavaFX, il utilise un modèle, c'est observable list. Alors observable list de string. Pour moi, ça c'est les messages. Et je vais utiliser fxcollections.observable array list. Et comme ça, ma liste, je vais lui stocker. Pour moi, le modèle, c'est message. Bon, ça veut dire que pour moi, à chaque fois que j'ajoute quelque chose dans le message, automatiquement, il va s'afficher dans cette liste. Ben, c'est ce que je vais faire ici. Mais cette liste-là, je vais la mettre au centre. Dans borderpan.setCenter, list, message. Alors, dès que je reçois un message, je le mets dans la liste des messages, .add. Maintenant, je vais ajouter quoi? C'est message.getMessageObject. C'est-à-dire le contenu du message l'affiche. Presque, l'application est presque, il lui reste quelques petites choses à ajouter. Ben, je vais démarrer. Voilà. Alors ici donc j'ai en haut, donc qu'est-ce que j'ai? Bon, peut-être pour vous c'est pas visible. Name, par exemple X, subscribe. Bon, en principe, il a fait un subscribe. Bon, pour le moment. Mais le problème c'est que quand j'envoie le message, ben, le message quand je l'envoie, ben, je l'envoie pas vers. Il faut que je spécifie à chaque fois que je vais envoyer, je dois spécifier vers quel topic. Je veux envoyer ce message vers ce topic. Donc j'ai besoin d'une autre zone de texte en bas pour saisir le topic. Alors je vais l'ajouter ici. Donc label, text field. Bon, après que c'est des copier-coller, hein, parce que l'essentiel on l'a déjà fait. Alors label, donc ça c'est tout. Ça la zone de texte, c'est text field tout. Et après, je vais l'ajouter ici. Quand je fais add all, je vais commencer d'abord par label to, ensuite text field to, ensuite label. Ben, je les mets dans l'ordre, comme ça. Ben, juste le message ici, je vais, donc je vais juste agrandir sa taille. Set pref width, par exemple, allez, 200 pixels, 300 pixels. Alors maintenant, je reviens vers send, ici. Alors send, qu'est-ce que je dois faire? 5 minutes. Voilà, 5 minutes. 5 minutes. Alors, dans send, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un send vers quoi? Vers un topic. Donc ça veut dire que je dois d'abord récupérer le topic. Alors, string topic, bon, ça c'est juste le nom de la variable. Et après, c'est Hazelcast instance.get topic. Mais le topic c'est quoi? C'est ce que j'ai dans text field to.getText. Et après, je fais maintenant ce topic-là, point publish. Je vais publier le message dans ce topic-là,
Et qu'est-ce que je vais publier? C'est text field message.getText. Je démarre mon application une première fois. Alors voilà, ça se décharge. Alors ça c'est la première instance. Je vais la démarrer une deuxième fois. Et je vais la démarrer une troisième fois. Comme ça je ferai le dernier démarrage. Si le temps, j'ai pas encore terminé ma présentation, mais à un moment donné il faut qu'on s'arrête en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Regardez. Donc, j'ai la première, j'ai la deuxième qui est là, et je devrais avoir bientôt la troisième qui est là. Alors, là, je vais faire un subscribe avec le nom X, subscribe. Normalement, je devrais mettre en grise l'autre. Il n'y a aucun message. Ici, donc, je vais faire un subscribe avec Y. Subscribe. Et là, je vais envoyer un message. Bon, là, normalement, c'est tout. Bon, je vais envoyer vers quoi? Vers X, le message AZERTY. Send. Alors ici, donc, vous voyez le message, il est bien là. J'envoie le message. Send. Bon, le message, il arrive. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire, je vois bien. Là, je vais envoyer un message à Y. Send, ben, il est là. Et alors, la question que tu as posée, maintenant, ce troisième-là, elle va faire un subscribe vers Y. Il n'y a pas de problème. Y. Bon, ça veut dire que vous avez ces deux applications, ils écoutent le même topic. Ben, dans ce cas-là, si j'envoie le message à Y, logiquement, les deux vont le recevoir. Alors, quand vous les voyez, c'est bien, le message arrive. Alors derrière, il y a un mécanisme qui est basé sur Hazelcast. Okay. Alors, il y a en fait, bon, maintenant il y a des petits arrangements à faire au niveau design. Alors juste la chose que je vais vous faire alors souvent quand vous modifiez dans l'application, là on affiche notre texte ici. Alors souvent quand vous dans un champ dans un thread, si vous tentez d'accéder à un composant Swing, vous voulez mettre quelque chose, parfois il ne vous autorise pas, ça lui pose problème. Pour éviter ce problème, généralement vous faites ça, platform.runLater, et vous faites quelque chose comme ça. Alors même si ça a marché tout à l'heure, mais de temps en temps vous allez remarquer, si vous le faites vous-même, de temps en temps vous allez remarquer que le message ne s'affiche pas. C'est juste un problème de swing. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens d'ajouter là, ça n'a rien à voir avec Hazelcast, c'est juste une affaire de swing. Comme ça, vous êtes sûr que même si vous êtes dans un autre thread, vous pouvez accéder aux composants de l'interface graphique Swing et vous pouvez les manipuler correctement. Alors, ma machine devrait s'arrêter. Alors, juste pour résumer. Alors, il reste une troisième partie qui est encore plus importante. Ben, c'est la dernière application. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de la faire, bon, d'après les contraintes. Alors, en fait, c'est l'exemple que vous voyez là. Le calcul distribué. Voilà. Voilà. Ça, c'est important. Alors maintenant, vous avez, en quelque sorte, l'idée c'est quoi? On veut créer, en quelque sorte, on va démarrer un cluster de nœuds, qui sont des travailleurs, des workers. Ben, c'est eux qui vont exécuter des tâches. Et ce task
producer, bah, lui, il veut exécuter, il veut faire des traitements. Par exemple, vous avez une collection de 20 millions de documents à traiter. C'est énorme. Là, si vous voulez le faire dans une machine, ça c'est la problématique du big data. Quelle est la solution? Ben, tout simplement avec ça, vous avez la collection, déjà la distribution il se fait. Donc dès que vous stockez, les données sont distribuées. Donc ça veut dire que chaque membre il dispose d'une partie des données, n'est-ce pas? Donc ce qui fait, je distribue mes données et après je vais exécuter une tâche dans cette machine-là. Je vais, ce qu'on appelle faire un submit de la tâche, je vais demander à tous les workers d'exécuter un traitement. Par exemple, le traitement qu'on va faire là, je vais leur demander de récupérer les données de la collection dont ils disposent. Ils vont faire la somme des données, ils vont retourner le résultat. Ben, ça veut dire que finalement, je vais faire travailler en parallèle toutes ces instances-là, je récupère un résultat, je fais un reduce, je fais plutôt une agrégation et je calcule quelque chose qui devrait me prendre beaucoup de temps, mais si je fais ça, je le fais d'une manière assez... Enfin, c'est le calcul distribué, mais en tout cas, ça c'est quelque chose d'important. Alors en tout cas, juste pour vous donner une idée, voilà. Alors d'abord, comment créer une tâche, comme ça vous pouvez de toute façon le support ainsi que les éléments, donc je vais vous le partager. Donc ça c'est on crée en fait une tâche qui est créée et ben voilà, bon, pour l'application il n'y a rien à faire. Tout ce que je fais c'est quelque chose comme ça, il n'y a pas beaucoup de code. Donc l'essentiel c'est d'avoir une idée comment utiliser Hazelcast. Je devrais m'arrêter. En fait, pour l'exemple, j'aimerais bien vous faire tout ça en détail, mais a priori, c'est le temps est terminé. Okay. Alors, maintenant, si vous avez juste des questions, de façon de la démonstration, je l'ai enregistré, mais en tout cas, vous allez avoir les liens vers le code source et le support. Vous pouvez vous-même le télécharger. Vraiment, je vous conseille de travailler avec, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans le domaine du big data qui ne connaissent pas ça. C'est un outil, c'est un écosystème qui est pratiquement présent dans beaucoup de solutions que vous utilisez. Alors c'est vrai, vous pouvez utiliser Spark par exemple pour faire la même chose, n'est-ce pas? Mais il se trouve, quand vous faites Spark et vous faites Hazelcast, vous allez trouver, il faut identifier la complémentarité. Parce qu'à un moment donné, on va les utiliser les deux. C'est-à-dire, en fait, il ne s'agit pas parfois de remplacer un par l'autre. C'est vrai, avec Hazelcast, vous pouvez faire pratiquement toutes les solutions basées sur Hazelcast, mais dans la majorité des cas, on va essayer donc de combiner les solutions. Par exemple, si vous voulez rendre les données persistantes, parce que ici, donc, vous avez, avec Hazelcast, vous avez le fait d'utiliser une collection distribuée de type map, vous avez une base de données non SQL. C'est une base de données non SQL distribuée, mais en mémoire. N'est-ce pas? Mais si vous voulez que les données soient persistantes, alors ça, je vous le montre quelque part ici. Donc, je n'ai pas parlé. Voilà, comment enregistrer. Si vous pouvez créer ce qu'on appelle un map store qui fait que c'est un listener. Donc, vous dites, à chaque fois qu'il y a une entrée qui arrive vers cette collection, je l'enregistre dans la base de données. Et donc, du coup, vous avez toutes les données qui se trouvent dans votre grille mémoire, elles deviennent persistantes. Et pour les rendre persistantes, vous utilisez un outil comme Cassandra ou en fait MongoDB, si vous voulez encore. Donc vous voyez donc Hazelcast, dans la base, l'objectif ce n'est pas d'aller vers la persistance, parce qu'il sait déjà, il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés au niveau de la persistance. MongoDB, Cassandra, etc., ils résolvent le problème. Mais le grand problème, les applications, c'est quoi? C'est que les applications qui s'appuient toujours sur la base de données, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met la pression sur les SDBD. Chaque requête, on va vers la base de données. Et ça met beaucoup de pression. Et ça, au niveau performance, c'est pas bien. Mais avec Hazelcast, ce qu'on fait, c'est une solution qui permet de créer ce qu'on appelle un cache mémoire distribué. C'est-à-dire, la bonne partie des données qu'on utilise souvent dans les applications, au lieu à chaque fois, on les garde dans la structure. Et ça accroît énormément les performances de l'application. Mais après, il faut également savoir une chose, c'est qu'à l'époque, la mémoire, la RAM coûtait trop cher. C'était ça la raison pour laquelle. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est que la RAM, la capacité mémoire devient très grande, il faut l'exploiter. C'est quelque chose qui est très utilisé dans beaucoup d'environnements en production.
Bon, pour vous, j'espère que je vous ai donné une idée assez claire. Mais c'est vrai que pour vous, pour les gens qui le font, qui le voient pour la première fois, peut-être ils vont avoir des flashs comme ça. Mais c'est bien. Vous revenez vers la démonstration que je viens de faire, vous la refaites chez vous à la maison, et ça va vous donner une idée. Voilà. Merci.